Qui je suis? Laure Adé, chef de mission et expert comptable maintenant diplômé au sein du cabinet comptable donc à FIGEC. Et donc, vraiment, mon point d'intention aujourd'hui va se porter sur la gestion de trésorerie et notamment comprendre la trésorerie et les bases pour mieux gérer, en l'occurrence, vos entreprises au quotidien, parce qu'il y a un b.a.-ba qui est à connaître et qui malheureusement n'est pas encore assez mis en place et assez développé, notamment au sein des très petites entreprises, parce qu'on va le voir que c'est elles qui souffrent le plus des problématiques de trésorerie. Donc on va vraiment reprendre les bases, c'est l'objectif du jour. Voilà. On continue, ouais, la présentation? Ouais, ok. Alors, du coup, quelques chiffres pour commencer. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre de l'entreprise. Que ça soit une TPE, une PME, un grand groupe, c'est vraiment le must. Il faut rappeler qu'en France, en 2024, on atteignait 65 000 faillites. Et qu'en 2025, on vise même jusqu'à 68 000. Donc là, on bat de plus en plus tous les records chaque année. Donc avec la crise du Covid, ça a été, là on est sur un retour de bâton très violent, hein, puis avec la fin des prêts PGE, etc. Donc forcément, il y a les premières entreprises qui commencent à se casser la figure. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable, et d'autant plus qu'en fait, on remarque que dans ce chiffre qui est énorme, 93% des faillites concernent des TPE. Donc les TPE, c'est quoi? C'est vraiment les entreprises de 1 à 10 salariés. Ce sont les plus petites qui sont le plus touchées. Et pour 25%, donc presque un quart de ces faillites, c'est quand même dû à une mauvaise gestion de trésorerie. Donc c'est quand même terrible d'arriver à ce constat-là, qui peut être largement anticipé. Et voilà, il faut aujourd'hui que nous, en tant que professionnels du chiffre, moi, c'est ce à quoi je m'adresse, et essayer justement de parler le plus possible de gestion de trésorerie pour limiter la casse, parce que je ne veux pas voir ce chiffre augmenter. Je ne veux pas qu'on aille jusqu'aux 68 000 faillites. Et quand on voit que les grands groupes tels NAFNAF, Camaïeu, etc., qui se cassent la figure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà. Et il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, c'est que quand bien même une entreprise est rentable, c'est pas pour autant qu'elle fait pas faillite par justement manque de trésorerie. La problématique peut arriver même dans un scénario où on est hyper positif en termes de bénéfices. Si on ne sait pas gérer entre guillemets son cash, c'est fini. Donc voilà, donc l'objectif, ça va être vraiment de vous donner les clés pour anticiper, piloter et surtout sécuriser à votre niveau tout le cash flow. Donc on va passer aux objectifs. 2 secondes. Alors, ça veut pas. C'est un peu longué. Oui. Alors, les objectifs de cette formation. Donc déjà, définir ce qu'est la trésorerie et donc la différencier du résultat et du chiffre d'affaires, qui sont souvent des notions qui sont mélangées. Et donc voilà, il faut vraiment, on va faire la distinction ici. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va identifier tout ce qui est flux entrant, flux sortant. On va élaborer votre liste des éléments à prendre en compte dans cette gestion de trésorerie. Ensuite, je vais vous présenter les indicateurs qui, pour moi, sont essentiels, même à votre niveau, pour suivre votre trésorerie. Et enfin, on va essayer de voir comment anticiper les périodes de tension pour essayer d'optimiser tout ça. Donc voilà. Alors, donc voilà, donc le plan, donc on va reprendre, voilà, qu'est-ce que la trésorerie, et voilà, donc qu'est-ce que la trésorerie. Tu veux que je passe là? Ouais, okay. Tu peux passer directement. En fait, pas ça de reprend problème. les objectifs. Les objectifs sont le plan. Donc, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce que la trésorerie? Alors, on confond, on a une notion souvent assez basique de la trésorerie, qui est de dire, voilà, c'est simplement l'argent disponible en banque ou dans votre caisse à la fin de votre journée, à un instant T. Donc ça, c'est vraiment le terme
générique. Simplement, que ce soit en micro ou même en TPE, il faut avoir une autre notion qu'on appelle la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est quoi? C'est simplement votre solde de compte bancaire ou de caisse, comme la trésorerie, le terme générique normal, mais vous prenez en compte les dettes financières à court terme. C'est donc compte bancaire plus caisse, moins dettes financières à court terme. Qu'est-ce que c'est les dettes financières à court terme? Ce sont les emprunts de moins d'1 an, ce sont les découverts autorisés, ce sont les concours bancaires courants, c'est tout ce genre de choses. L'ajout de ce dernier point est en fait primordial pour justement identifier la trésorerie qui est réellement disponible, puisque finalement, on ne va pas commencer à s'avancer sur un engagement de paiement avec un fournisseur si en fait on n'est même pas capable de payer ses échéances d'emprunt à la fin du mois. C'est vraiment, il faut avoir l'image en tête, je dirais, comme un réservoir d'essence. Vous avez une belle voiture, l'entreprise est rentable, mais si on ne fait pas attention au fur et à mesure des dépenses, ces dettes financières à court terme en l'occurrence, bah, le réservoir se vide et c'est la panne. Donc c'est un petit détail, mais qui est essentiel à noter, à prendre en compte pour avoir réellement la trésorerie disponible au minimum d'ici la fin du mois, si ce n'est, moi je conseille d'avoir une prévision de 3 à 6 mois, c'est déjà toujours plus agréable pour voir où on va. Alors ensuite, il faut faire vraiment donc une distinction, comme je disais, sur la différence entre la trésorerie et le chiffre d'affaires. Bon, le chiffre d'affaires, on s'accorde tous sur ce que c'est le volume d'activité commerciale. Voilà, si vous avez un chiffre d'affaires élevé, vous avez une bonne dynamique commerciale, c'est super. Pour autant, c'est pas parce que vous avez facturé des ventes que vous avez encaissé. Et c'est là la différence. C'est-à-dire que quand bien même, et notamment on a une réglementation maintenant qui est assez stricte sur les délais de paiement, mais vous avez facturé le premier du mois, le délai légal veut que vous encaissez à la fin du mois, c'est ce décalage qui va créer une différence majeure avec votre trésorerie, parce que finalement, si au milieu du mois, vous engagez toutes vos dépenses et que l'encaissement ne se fait qu'à la fin du mois, vous êtes dans le rouge. Et donc, c'est ça qu'il faut anticiper. C'est pas parce que vous avez facturé, vous avez du chiffre d'affaires, que celui-ci est encaissé réellement dans votre comptabilité. Il faut vraiment... c'est bien de suivre son chiffre d'affaires. Pour autant, il faut vraiment avoir la notion d'encaissement derrière. Et pareil, donc par rapport aux résultats, alors déjà, il y a, c'est vrai, beaucoup de difficultés à comprendre parfois la notion de résultat par rapport au chiffre d'affaires. Le résultat, c'est vraiment un calcul bête et méchant, c'est produit moins charge. C'est donc chiffre d'affaires moins tous vos achats, vos dépenses, etc. Encore une fois, le résultat peut être positif et votre trésorerie en difficulté. C'est d'ailleurs le cas le plus courant des faillites, parce que vous avez beau vendre beaucoup, avoir un chiffre d'affaires super élevé, alors oui, vous allez dégager du bénéfice, mais si vos clients vous payent de manière trop tardive et que vous avez fait de gros investissements, qui vident en l'occurrence votre compte bancaire, vos stocks, etc., vous vous retrouvez dans le rouge et c'est là que la cessation de paiement arrive. Donc voilà. Et il y a également un autre scénario qui arrive de temps en temps. C'est l'entreprise déficitaire, donc qui a un résultat négatif, mais qui a de la trésorerie. Et ça, comment ça s'explique? C'est par exemple tous ceux qui ont fait des gros emprunts ou qui ont vendu par exemple des actifs de leur entreprise qui sont assez conséquents. Donc vous avez l'argent, mais finalement l'activité de base ne dégage pas assez de profit. Et donc on arrive après à une perte de rentabilité et in fine, c'est la fermeture de l'entreprise. Quand on a beau avoir de la trésorerie, si l'activité ne fonctionne pas, c'est fini. Donc voilà. Alors on va pouvoir passer après au flux de trésorerie.
Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'est la trésorerie, qu'on a vu la distinction chiffre d'affaires, résultat, donc qui sont des notions, évidemment, chiffre d'affaires et résultat, encore une fois, à connaître, mais qui sont pour moi secondaires par rapport au suivi de la trésorerie. Parce que ça peut vous fausser psychologiquement votre vision de votre entreprise et que ça serait dommage finalement de devoir fermer votre boîte simplement parce que vous n'avez pas fait gaffe en fait à votre trésorerie alors que le résultat, vous avez explosé tous les compteurs, quoi. Donc voilà, c'est des notions à connaître, mais qu'il faut mettre en deuxième plan par rapport à votre suivi de trésorerie. Alors ensuite, donc les flux de trésorerie, donc c'est la vie vraiment de l'entreprise. Voilà, c'est un cycle continu, hein, les achats, les ventes. L'objectif de la gestion justement de ces flux de trésorerie, c'est de suivre et optimiser ces entrées et sorties d'argent dans ce cycle. Donc, en flux entrant, on a par exemple, de manière assez classique, toutes les ventes, les prestations, voilà, les paiements clients, etc. On peut avoir également les financements. Si vous avez fait un emprunt, si vous avez une entreprise, un apport en capital, ou alors des subventions, ce genre de choses. Et il peut également y avoir d'autres types de revenus, que ce soit des loyers, la vente, par exemple, comme je disais, d'actifs. Si vous avez vendu, vous aviez une voiture dans votre entreprise et vous la vendez, ça reste une rentrée d'argent quand même pour l'entreprise. Ou alors vraiment, mais là on est sur des problématiques fiscales, par exemple, quand vous avez un remboursement de TVA, c'est quand même c'est du cash qui rentre dans l'entreprise. Donc voilà. De l'autre côté, on a aussi les flux sortants. Et donc pour les flux sortants, pareil, liste assez classique. Donc vous avez vos achats, marchandises, fournitures. On a aussi les charges de personnel, que ce soit votre salaire, vos cotisations sociales, mais également ceux de vos salariés si vous en avez. Tout ce qui est charges fixes, loyer, assurance, abonnement, les charges variables également, par exemple des frais de transport que vous prenez de manière ponctuelle. On n'oublie pas évidemment les taxes et les impôts qui sont là pour nous rappeler qui font bien partie des charges. On a aussi les remboursements d'emprunts, typiquement parce que quand bien même vous avez une rentrée d'argent grâce aux prêts accordés, vous payez les intérêts et puis vous remboursez le capital. Donc ça reste des sorties de trésorerie ou encore des investissements, hein, le matériel, le véhicule, etc. Donc ce sont, pour le coup, moi je vous invite à vraiment lister tous ces flux. Vous prenez assez bêtement et méchamment tout votre compte bancaire et puis vous listez ce qui va dans une catégorie et ce qui va dans l'autre. Ce qui permet déjà d'avoir une vision parce que c'est un peu comme les abonnements. Si on en prend plein, mais on ne se rend pas réellement compte à la fin de combien on en a, quoi. Donc déjà, moi je trouve que c'est pas mal de faire cet exercice de temps en temps parce que ça permet d'éliminer parfois des charges superflues. Et justement, ça va vous permettre de comprendre, notamment sur des charges qui ont une périodicité assez récurrente, ça va vous permettre justement de poser des timings. Si par exemple, vous avez, je sais pas, votre échéancier d'emprunt qui est prélevé le 5 du mois, ça veut dire qu'il faut que vos encaissements clients arrivent avant. Donc soit le fin de mois précédent, soit au tout début du mois avant le 5. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir optimiser comme ça. Et donc, alors on peut passer après la slide du quand. Voilà, parce que donc, justement, ça poursuit le propos que je viens de dire, c'est que c'est bien d'avoir identifié. Maintenant, après, il y a une grosse question, c'est quand, puisqu'en fait, une bonne gestion ne se limite pas justement à simplement connaître vos entrées-sorties, mais à savoir à quel moment précis elles se produiront. Donc, comme je disais, un gros encaissement attendu le 15 du mois ne sert à rien si vous devez payer le salaire le 5. C'est ce décalage entre encaissement et décaissement qui est le cœur du problème en trésorerie et
ça peut paraître anodin, vraiment, c'est bête et méchant, mais c'est la cause réelle des problématiques de la plupart des TPE. Je ne parle même pas des micros aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une notion à ne pas négliger. Donc, voilà. Et donc, justement, pour comment dire, appréhender ce décalage de trésorerie, je vais aborder donc un indicateur qui, pour moi, est le plus important. Que vous soyez micro, TPE, PME, que vous deveniez un grand groupe, n'importe quoi, l'indicateur le plus important, moi je trouve, dans l'activité d'une entreprise, c'est le besoin en fonds de roulement, le BFR. Alors, qu'est-ce que c'est le BFR, ça représente le montant de trésorerie qui est justement nécessaire pour financer ce décalage entre les décaissements et les encaissements de votre cycle d'exploitation. C'est l'argent dont l'entreprise a vraiment besoin pour financer finalement son cycle d'exploitation. Donc, la formule est assez simple. Vous prenez le montant de votre stock, si vous en avez, si vous êtes prestataire de service, évidemment, vous n'en avez pas besoin. Mais vous faites le comptage de votre stock avec sa valorisation. Vous prenez toutes vos ventes clients, les créances clients, donc tous vos ventes qui n'ont pas encore été réglées, donc à un instant T, et vous prenez toutes vos dettes fournisseurs que vous n'avez pas encore payées. En faisant ce petit calcul-là, qui n'est pas donc vraiment très très compliqué, on va obtenir alors une typologie de résultat. Donc, dans la plupart des cas, ce BFR va être positif. C'est le cas le plus courant. Ça veut dire que votre entreprise a besoin de financement externe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir soit une trésorerie positive ou alors d'emprunter, d'aller voir ailleurs pour obtenir de la trésorerie, pour couvrir le décalage. Parce que ça veut dire que vous avez donc plus de stock pour vraiment, si je reprends la formule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez BFR positif, vous avez plus de stock et de créances que vos dettes fournisseurs. Voilà, c'est vraiment bête et méchant. Donc voilà, alors le BFR, l'objectif en BFR, avec cet indicateur, c'est assez anormal, mais l'idéal, c'est qu'il soit négatif. Ça, c'est vraiment la situation idéale. Vos dettes, parce que ça veut dire que vos dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation sont supérieures à vos stocks et aux créances clients. Ça veut dire quoi? Alors, parce que vu comme ça paraît un peu négatif. Mais quand on traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous encaissez l'argent avant de devoir le décaisser. Parce que si vous me mettez dans la formule, je prends un exemple simple, je sais pas, alors stock, imaginons je suis un prestataire de service, j'ai pas de stock. Créance client, imaginons j'en ai, je sais pas, 80. Et par contre, en dette fournisseur, j'en ai 100. J'ai moins 20 de résultats. Ça veut dire que vous encaissez plus vite, vous avez moins de créances clients, ce qui est bien. L'objectif n'est de ne pas avoir de créances clients parce que ça veut dire que vous n'avez pas encaissé cet argent. Et d'avoir forcément le moins de dettes fournisseurs possible aussi. Donc voilà, donc vraiment ça c'est l'objectif. Quand on est dans ce cas-là, ça veut dire qu'on encaisse avant de devoir décaisser. Donc le BFR négatif, c'est ce vers quoi on doit tendre. Malheureusement, dans certains secteurs, du fait de l'activité, du cycle d'exploitation, on ne peut tout simplement pas le faire parce que ça ne respecte pas la façon dont est gérée l'activité. Par exemple, pour certains, je prends par exemple une entreprise de plomberie. Un plombier, il a besoin d'acheter d'abord des pièces avant de pouvoir faire ses prestations. Donc lui sera, encore une fois, c'est le cas le plus courant, quasiment tout le temps en BFR positif. C'est impossible pour lui de dire, écoutez, je vais d'abord vous encaisser et puis je vais acheter les pièces nécessaires à votre entretien après. Donc voilà,
C'est en fonction de votre activité, mais vraiment le BFR, enfin, l'indicateur, la position idéale, c'est un BFR négatif. Alors, il y a également, mais alors ça, honnêtement, c'est vraiment de la théorie, hein, parce que j'en ai jamais vu de ma vie, le BFR qui est à l'équilibre parfait, qui est à 0. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de besoin de financement, mais vous n'êtes pas non plus en excédent. Donc, c'est bien, mais pas bien en même temps. Donc, et honnêtement, on est jamais dans ce cas-là. Hein. Vous avez soit un BFR positif, soit négatif. Et donc, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être forcément, celui-ci, on a un BFR positif, ça va être de réduire ce BFR pour passer le plus possible du côté négatif de la barre. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par notamment réduire les stocks. Par exemple, mieux gérer les approvisionnements, réduire le délai de production, ou alors, à l'inverse, vendre plus vite. En fait, il faut prendre chaque variable et voir comment on peut l'optimiser. Donc après, côté client, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les encaissements clients? On peut faire des relances plus efficaces, plus rapides. On peut rendre les conditions de paiement beaucoup plus strictes. Ou alors, on peut également, et ça, moi, je le recommande à tout le monde, faire des acomptes. Ça permet déjà d'engranger une partie du cash. Et quand bien même que vous soyez en B2B ou B2C, vous ne connaissez pas la situation financière de la personne en face. Vous l'avez à un moment T, demain, ça sera peut-être pas la même. J'ai envie de vous dire, tout ce qui est bon à prendre, faites-le maintenant. Donc vraiment, d'autant plus dans une période où on est quand même une période de crise de manière générale, que ce soit économique, politique, etc. Encore une fois, personne n'est à l'abri et on voit bien Naf, Camailleux, etc. Les grandes marques se casser la figure, donc personne n'est épargné de ce côté. Donc vraiment, les acomptes, c'est pour moi le premier élément facile à mettre en place qui permet de conserver votre trésorerie et au mieux de financer vos achats, justement vos diverses dépenses, etc. Tout au long du mois sans avoir à attendre le solde que le client daigne vous payer. Donc c'est vraiment un point hyper important. Et donc sinon, qu'est-ce qu'on peut faire également côté fournisseur, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. On peut également allonger les délais de paiement. Attention, en respectant toujours les délais légaux, parce que je tiens à rappeler que les délais de paiement sont tout simplement régis par une loi et que si on ne respecte pas, déjà vous faites face à des pénalités que peuvent demander vos fournisseurs, sans parler de la perte de confiance de votre relation commerciale avec lui. Donc, si par exemple vous payez toujours les factures immédiatement des réceptions, c'est très bien, mais si vous voyez que les encaissements sont un peu plus tardifs, pensez peut-être à décaler de 10-15 jours, histoire d'avoir le temps d'avoir quelques encaissements, négocier et d'ailleurs communiquer. Communiquer, c'est la base déjà de votre relation commerciale avec eux, et ça va permettre de faire durer... de faire perdurer la confiance. Il est possible de négocier avec vos fournisseurs si vous avez des problématiques de trésorerie. On le verra à la fin dans vraiment les conseils en cas d'urgence. Mais c'est des éléments qui sont possibles et qui vous éviteront des pénalités qui peuvent vous réclamer. Et ça, ce n'est jamais agréable. Et d'ailleurs, également, petit aparté sur ça, en inverse, par rapport à vos prestations clients, si un client, alors déjà moi, je suis extrêmement stricte sur les délais de règlement client. En plus de ça, donc s'il ne respecte pas qu'il dépasse le délai, et que vous envoyez une ou deux relances et que la personne reste muette, on va dire, il ne faut pas hésiter à appliquer les conditions générales de vente que vous avez écrites. Tout simplement parce que, le client est censé être au courant, puisqu'il les a reçus avec soit le bon de commande, soit la facture, etc. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant.
Et que dans ces conditions, vous avez généralement mis des règlements de pénalité si jamais c'était en retard, et que le fait d'appliquer justement ces pénalités, alors oui, effectivement, il y aura comment dire, le client, forcément, ça fait pas plaisir de payer des pénalités. Simplement, il s'est engagé. On est dans une relation contractuelle qu'il ne respecte pas. Donc, vous avez tous les droits pour les exiger. Et moi, ce que j'ai noté, c'est qu'à chaque fois qu'une entreprise faisait payer ses pénalités, c'est marrant, le client qui était avant mauvais payeur, enfin du moins qui mettait un peu du temps, il avait beau râler, et ben il revenait quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a du respect. Parce que quand vous avez un engagement, que vous avez écrit et que vous respectez votre engagement et que vous l'appliquez, c'est bête, mais en tant que chef d'entreprise, on vous respecte. Donc, c'est pas forcément, je dis pas que c'est plaisant à faire, mais vous, ça va vous sécuriser en termes de gestion de trésorerie. Parce que si la personne ne reviendra pas, j'ai envie de vous dire, c'est un client, c'était peut-être un bon client à un instant T, ça ne le sera pas sur le long terme, jamais. Donc, éliminer, j'ai envie de vous dire, les clients toxiques et garder ceux avec qui vous pouvez justement avoir une relation de confiance. Donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, sur les délais de paiement et sur l'application des conditions générales, soyez impardonnables. Vous les appliquez, point, et c'est tout. Alors ensuite, donc, en plus du BFR, donc, qui est vraiment, si vous avez des questions, on pourra revenir. C'est ce que j'allais dire, s'il y a des remarques et des réactions. C'est vraiment le point le plus important. Donc, s'il y a des questions. Voir un vécu, parce que ça peut être aussi ça, mais bon, après. Exactement. Ouais, vas-y, Myriam. Bonjour. Alors, moi, je suis en train de gérer un appel à projet pour la création d'un EHPAD adossé à un centre d'hébergement. Et ma question par rapport aux relances clients, est-ce qu'on peut appliquer un taux supérieur au niveau des résidents par rapport à la facturation s'ils ont un retard de paiement? Alors, la loi prévoit deux typologies de taux de pénalité de retard. Que je pourrais te transmettre. À le taux de refinancement. Alors, c'est des termes un peu barbares, mais il y en a un, c'est le taux légal, et l'autre, c'est le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, etc. Ces taux-là, actuellement, sont déjà assez élevés, donc je t'invite à les regarder. Déjà pour voir s'ils te conviennent, et s'ils ne te conviennent pas, tu peux appliquer des taux de pénalité supérieurs dans tes conditions générales. Par contre, il ne faut pas que ça soit abusif. Et ça sera à l'appréciation du juge. Si jamais tu as un conflit avec un résident, enfin voilà, un de tes clients, ça sera l'appréciation du juge. Donc, je t'invite déjà, si tu veux, je t'enverrai, si tu as besoin, les deux taux en vigueur actuellement. Et tu peux choisir entre l'un et l'autre. Et si ça ne te convient pas, tu pourras un peu les augmenter si nécessaire, mais voilà, sans que ça soit dans l'abus. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions sur le BFR, je vais vous parler des autres indicateurs. Donc voilà, qui sont toujours bons à prendre et qui sont également assez intéressants. Donc ils complètent en fait l'analyse du BFR. Et donc ça va notamment pour, par exemple, le ratio de liquidité, vous donner des indicateurs d'efficacité aussi opérationnelle pour votre entreprise. Alors justement, le ratio de liquidité, c'est quoi? Alors, c'est les actifs circulants sur les dettes à court terme. Alors, qu'est-ce que l'actif circulant? Là, je parle en termes, c'est du barbare, hein, c'est de la compta, mais il faut passer par là. L'actif circulant, c'est quoi? C'est vos créances clients, c'est votre trésorerie, votre compte en banque. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai, si vous êtes une entreprise, un compte courant. Alors, c'est pas applicable sur les micros, mais voilà, si vous êtes déjà juridiquement avec une entreprise, c'est votre compte courant. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments
créances clients, solde bancaire, compte courant, sur vos dettes à court terme. Donc, quand on dit court terme, c'est moins d'un an. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure la capacité de votre entreprise justement à couvrir ces fameuses dettes pour voir justement, est-ce que c'est en fait bêtement, ça permet de voir si vous êtes capable de terminer l'année. Donc c'est toujours intéressant à regarder. Si donc ce ratio est supérieur à 1, c'est simple, c'est que vous avez les moyens de faire face à vos obligations. S'il est inférieur, attention, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de régler vos dettes à court terme. Encore une fois, les dettes à court terme, c'est quoi? C'est vos emprunts, c'est tous les dettes financières que vous avez, même les dettes, par exemple, si vous avez une dette négociée avec un fournisseur sur plusieurs mois, une facturation sur plusieurs mois, ça comprend également ça. Donc attention, parce que ça veut dire que vous ne serez pas capable d'ici la fin de l'année d'honorer cet engagement. Ensuite, on a la rotation des stocks. Donc c'est le coût des ventes sur le stock moyen. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de mesurer la vitesse à laquelle le stock est vendu et renouvelé. Plus c'est rapide, forcément, mieux c'est pour la trésorerie. Donc si vous avez une rotation, donc un chiffre élevé, c'est généralement signe d'une bonne gestion des stocks. D'une demande, ça veut dire que vous avez une demande soutenue et que donc vous libérez du cash hyper régulièrement. Une rotation faible, à l'inverse, voudra dire que votre stock dort, et quand un stock dort, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à l'entreprise, il est immobilisé, voilà, c'est vraiment à éviter. Donc, notamment pour tout ce qui est tout simplement les boutiques, si vous avez, si vous faites des petites productions, etc., ça peut être intéressant de suivre cet indicateur pour vous donner une idée justement de comment est votre activité. Est-ce que finalement elle tourne assez vite? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de clients que vous avez? Ou à l'inverse, est-ce que par hasard vous produisez pas un peu trop par rapport à la réalité du marché? Il vaut mieux être à la limite du flux tendu que d'avoir trop de surplus, parce qu'encore une fois, le stock, ça coûte de l'argent. Alors là, pareil, je vais vous parler en termes très barbares, très américains, le Daily Sale Outstanding. Ça, c'est très intéressant avec le deuxième, le Day Payable Outstanding. C'est clairement le délai de paiement client et le délai de règlement fournisseur, si on peut traduire ça. Alors, c'est vraiment tous vos ventes, donc les créances clients, donc tous vos ventes que vous n'avez pas encore encaissées à l'instant T, sur votre chiffre d'affaires. Donc, pour celles qui sont déjà en entreprise, qui ont de la TVA, c'est le chiffre d'affaires TTC qu'il faut prendre en compte. Fois 365 pour avoir le nombre appliqué à l'année complète. Vous pouvez également le faire avec une autre périodicité si vous le voulez. Donc ça mesure vraiment le délai moyen de paiement client. Ce qui signifie là, c'est que forcément, plus cet indicateur est bas, mieux c'est. Parce que c'est vraiment le nombre moyen de jours entre la date de facturation et la date d'encaissement de vos ventes. Donc, si cet indicateur est élevé, ça veut dire que vos clients mettent du temps à vous payer, ce qui donc, in fine, pèse sur votre trésorerie. Et à l'inverse, si l'indicateur est hyper faible, tant mieux, ça veut dire qu'il vous règle le plus rapidement possible. Et donc, ça va contribuer. On peut le mettre en parallèle. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en parallèle plusieurs indicateurs. Donc, typiquement les deux derniers, avec d'ailleurs la rotation de stock, ça peut être intéressant. Vous pouvez les aligner avec le BFR. Parce que forcément, si vous avez un DSO qui est extrêmement... Par exemple, le mois 1, il est assez élevé. Bon, vous vous y mettez, vous faites vos relances, vous avez vachement encaissé sur le mois suivant. Trop cool. Le DSO est maintenant le mois 2 hyper bas. Super. Et en fait, vous allez voir direct le lien sur le BFR. Parce que tout de suite, votre BFR va se réduire considérablement.
Donc, ça permet voilà, de mettre un peu en lien tous ces indicateurs. L'objectif étant, voilà, toujours, encore une fois, de réduire au max le BFR. Et donc, le deuxième, c'est la pendule, hein, c'est de l'autre côté, c'est le côté dette fournisseur. Donc, vous prenez toutes vos factures d'achat que vous n'avez pas encore réglées sur le montant de vos factures d'achat, TTC pour ceux qui ont de la TVA, fois 365, et donc c'est le délai moyen de paiement de fournisseur. À l'inverse ici, alors, je dirais pas, ça m'embête toujours de dire plus il est élevé, mieux c'est, parce que je n'encourage pas, comment dire, le décalage de paiement excessif, parce que de l'autre côté, faut penser que vous avez également un entrepreneur de l'autre côté, qu'il soit petit ou gros, et que forcément vous avez un impact sur sa trésorerie à lui. Donc encore une fois, s'il vous plaît, on respecte les délais légaux, on joue le jeu. Mais voilà, forcément, si vous avez des problématiques d'encaissement client, ça serait peut-être bien de faire augmenter forcément ce délai légèrement. Dans la limite du raisonnable. Hein. Et donc, un DPO élevé signifie que vous disposez donc plus longtemps de votre cash, forcément, qui viennent de vos encaissements clients, avant de payer vos fournisseurs, ce qui est donc forcément favorable pour vous, pour votre trésorerie. Mais encore une fois, il faut trouver un équilibre pour ne pas détériorer les relations commerciales, respecter le délai légal, etc. Donc, moi, je trouve que ces indicateurs, alors il y en a, j'ai envie de vous dire, vous pourriez suivre 10 000 indicateurs, prenez ceux qui vous parlent le plus. Pour moi, vraiment, le must du must que vous devez avoir dans tous les cas, et vraiment, s'il ne vous parle pas, si vous n'arrivez pas à comprendre, on revient dessus, c'est le BFR. Et après, donc par exemple, si vous êtes un magasin de vêtements, vous prenez votre rotation des stocks et votre délai moyen de paiement fournisseur en complément pour regarder. Parce que finalement, par exemple, dans un magasin de vêtements, les clients payent cash tout de suite. Donc, le délai moyen de paiement client, ça ne sera pas intéressant de le voir chez vous. Par contre, délai paiement fournisseur, ça pourrait être intéressant. Ou à l'inverse, sur un prestataire de service, là, en rotation des stocks, on n'en a rien à faire. Et par contre, ce qui sera intéressant, c'est le délai moyen de paiement client et celui pour les fournisseurs. Donc voilà, si vous faites, et encore fournisseurs, si vous faites appel à des sous-traitants ou des machins, si vraiment vous êtes ingénieur informatique, que vous avez même pas 10 factures par mois, il n'y a pas, il fait que vos factures en l'occurrence, c'est quoi, c'est Orange ou ce genre de choses, c'est pas intéressant. Mais vraiment, pour le coup, vous, de votre côté, ça sera le délai moyen de paiement client qui sera hyper important. Donc voilà. Une fois donc on a fait tous ces indicateurs, donc comme je disais, on peut les rassembler. Donc au sein de, vous pouvez vous faire un fichier Excel ou tout autre élément qu'on peut appeler un tableau de bord de trésorerie, je dirais, où vous rassemblez un peu tous vos indicateurs. Le principe est donc de le regarder quand même assez souvent pour anticiper. Parce que c'est justement par une bonne anticipation qu'on évite des crises potentielles. Donc c'est un élément qui doit être regardé, je dirais pas quotidien, mais au moins de manière hebdomadaire, qui doit contenir déjà votre solde de banque à la fin de la semaine. Du coup, vous prenez tout bêtement votre compte bancaire, vous regardez le solde, vous le notez. Vos prévisions de flux entrant-sortant, vous dire ok, qu'est-ce qui va arriver d'ici la fin du mois, je suis à tel mois, etc. Ou alors quel justement gros investissement je dois également ne pas oublier, noter. Et en dessous, voilà, tous ces petits indicateurs qui vont vous permettre d'avoir un suivi global de votre gestion de trésorerie. Donc maintenant, on va voir comment anticiper justement et gérer ces tensions de trésorerie. Donc, pourquoi les tensions déjà apparaissent? Encore une fois, c'est toujours du fait de ce décalage vente-achat. On a des causes internes, donc tout simplement les retards de paiement client, les stocks qui sont trop élevés,
des dépenses imprévues, ou alors une croissance rapide, mais que vous n'avez pas réussi à gérer, à financer correctement, donc des dépenses imprévues. Et bon, il y a forcément les causes externes, la crise économique, la perte d'un client dont vous êtes assez dépendant. Ça peut être un élément majeur, ou tout bêtement, et surtout depuis ces dernières années, l'augmentation des coûts fournisseurs, que ce soit l'énergie ou autre. Donc voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, comment anticiper? Donc, on va se faire en fait l'objectif, c'est de se faire un prévisionnel de trésorerie, donc qui doit être un peu votre tableau de bord dynamique qui simule l'ensemble de vos encaissements et décaissements de votre entreprise. Donc, sur une période que vous choisissez, ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois. Moi, j'aime bien la période au minimum 3 mois, 6 mois. 12 mois, c'est vraiment si vous arrivez à stabiliser votre entreprise. C'est toujours bon d'avoir une vision annuelle, mais il se passe tellement de choses, je trouve, dans une activité que ça me paraît compliqué d'anticiper à ce point des éléments. Donc déjà, juste si vous arrivez à faire 3-6 mois, c'est déjà pas mal. Donc, l'objectif principal, c'est déjà d'identifier à l'avance les moments où votre solde de trésorerie pourrait devenir négatif, ou du moins faible. C'est identifier les trous d'air. Donc, votre point de départ, c'est votre solde de trésorerie, donc vos comptes bancaires, votre caisse, etc. Vous estimez donc tous vos encaissements selon vos ventes prévisionnelles, en prenant en compte, attention, les délais de paiement client. Ne me faites pas, ah bah oui, j'ai facturé celui-là, donc c'est sûr, d'ici la fin du mois, il m'aura payé. Non, si vous avez facturé, on est quoi? On est le 11 juillet et que le délai est de 30 jours, me dites pas, c'est bon, fin juillet, ça sera OK. Parce que le client a donc 30 jours, donc ça se trouve, il vous réglera le 11 août. Donc prenez bien en compte vos délais de paiement client sur ça. Prenez en compte les autres typologies d'encaissement, les éventuels emprunts que vous allez faire à court terme, les subventions que vous allez recevoir à court terme, ce genre de choses. Faites donc votre liste de tous les décaissements, les charges, les emprunts, les impôts, etc. Vos investissements que vous avez prévus également. Et donc, vous me faites ce solde final. Et donc, à partir de là, moi, ce que je conseille, c'est de faire 3 types de scénarios. Donc, c'est vraiment un calcul bête et méchant, mais c'est un calcul qui vous permettra d'avoir une prévision, en fait, simplement, de vous avoir une visu et de ne pas être surpris, surtout. Donc, je vous conseille 3 types de scénarios. Le scénario pessimiste. Donc, par exemple, imaginez un retard de paiement ou une baisse de votre chiffre d'affaires, une baisse des ventes ou une augmentation spontanée de vos coûts, je sais pas, d'un fournisseur. À la fin du mois, qu'est-ce que ça fait? Ou à la fin des 3 mois ou à la fin des 6 mois, si vous cumulez tout ça, qu'est-ce que ça fait? Pour pouvoir, encore une fois, réfléchir à, OK, si ça arrive, comment je fais? Anticiper. Le scénario beaucoup plus sympa, forcément, c'est le scénario optimiste. Faites-moi un scénario où vous avez, je sais pas, des ventes en hausse, un encaissement hyper rapide, une stabilité des charges des fournisseurs qui n'augmentent pas leurs coûts. Donc ça, c'est vraiment, si tout se passe bien, où est-ce que vous pouvez aller? Et le scénario forcément réaliste, celui qui est le plus probable, vous savez que, je sais pas, vous travaillez assez régulièrement avec un client, c'est pas un mauvais payeur, c'est pas non plus un mec qui paye le plus vite possible. Prenez en compte son délai moyen de paiement, prenez en compte vos charges réelles et ça va vous permettre de mesurer surtout votre résilience et de préparer d'éventuels plans B. Donc voilà, donc un prévisionnel de trésorerie en tant que tel, c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut penser à le faire de manière assez régulière pour que ça soit utile. Et encore une fois,
il faut avoir plusieurs typologies de scénarios pour être prêt au coup dur. Parce que c'est quand on n'y pense pas que généralement ça arrive et qu'on est dans la mouise. Voilà, ayez toujours une petite notion où ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'est-ce que je fais si mon plus gros client il me paye pas et quel impact ça a sur le reste de mon activité. Et du coup, dans ce cas-là, quel serait votre plan B? Donc c'est vraiment de l'anticipation, de la prévision. Donc les périodes forcément de tension fréquentes que moi j'ai recensées à travers mes différents clients, c'est généralement les débuts d'activité. Forcément, si vous venez de créer votre entreprise, peu d'encaissement, mais les dépenses sont importantes pour le démarrage. Sinon, il y a les croissances aussi qui sont incontrôlées, les croissances trop rapides. Alors c'est bien, vous avez trouvé l'idée de niche, donc c'est super d'un point de vue commercial et voilà. Mais du coup, attention à la gestion du stock, attention aux factures de vente que vous réalisez, mais qui ne sont pas encaissées. Et voilà, attention à votre BFR qui augmente rapidement et qui doit être financé. Attention à ce décalage. Forcément, on a également aussi toutes les activités à forte saisonnalité. Si vous avez des ventes à une certaine période plus précise et plus faible à d'autres, mais que typiquement vous avez des charges fixes comme le loyer, les salaires, anticipez cet élément-là, forcément. Et également, ce que j'ai remarqué, alors là où il y a des tensions réelles, c'est pour les investissements importants. Généralement, alors vous avez toujours la trésorerie pour payer cet élément que vous voulez vous acheter, mais sauf qu'après, vous vous retrouvez généralement dans le rouge et vous n'avez pas anticipé le reste du décalage d'exploitation que vous devez financer. Donc c'est bien d'acheter des nouvelles choses qui vont vous servir pour votre activité. Déjà, il faut que ce soit rentable assez rapidement. Mais surtout, attention à garder un peu de trésorerie pour le reste du financement de votre cœur d'exploitation, parce que généralement, c'est toujours un peu bancal de ce côté-là. Donc voilà. Et alors, comment... Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire, en l'occurrence, pour améliorer sa trésorerie? Alors ça, j'en ai déjà parlé, finalement. Réduire les délais de paiement, mettre en place les acomptes, facturer. Ah oui, et surtout, par rapport à la facturation. S'il vous plaît, les règles de facturation sont très précises. C'est à la fin, donc si vous vendez de la marchandise, des biens, la facture intervient après la livraison du bien, donc faites ça rapidement. Et si vous êtes un prestataire de service, la facturation intervient à la fin de la prestation. Sauf si vous faites des acomptes. Maintenant, un acompte, une facture. Mais voilà la règle. Ne mettez pas 10 jours à émettre votre facture parce que forcément, en fait, vous créez vous-même vos problèmes. Si vous facturez avec 10 jours de retard, ça décale déjà de 30 jours le délai de paiement légal. Et donc, finalement, vous serez payé à plus 40 jours, voire plus 50 si il y a des petits oublis, etc. Donc, ne vous mettez pas vous-même dans les difficultés. Soyez hyper régulier sur vos facturations. Je ne conseille pas de faire... il y en a beaucoup qui font des séances de bloc de facturation pour s'organiser dans la semaine. Je préfère que vous en fassiez un petit peu tous les jours. Limite, vous réservez 1 heure, 30 minutes, 1 heure à ça, un petit peu chaque jour. Parce que forcément, ça va avoir un impact sur vos encaissements, sur votre trésorerie. Moi, vraiment, ça, c'est le plus important. Donc, ne négligez pas ce petit délai. Encore une fois, ne vous mettez pas dans les difficultés par vous-même. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les leviers, finalement, pour améliorer la trésorerie? Donc, côté décaissement, donc, comme je disais, négocier les délais de paiement fournisseurs.
Optimiser la gestion des stocks, avoir une maîtrise également de vos charges, un suivi rigoureux. Si, voilà, typiquement, vous faites des tableaux de trésorerie avec un visu tous les 3 mois, profitez-en à la fin des 3 mois pour faire une chasse aux dépenses inutiles. Ça peut être pas mal. Et pareil, échelonner éventuellement les investissements, hein. Si vous avez possibilité de payer en plusieurs fois, faites-le. C'est toujours bon à prendre. Côté financement, n'oubliez pas, alors malheureusement, beaucoup de micro-entreprises, de TPE, etc., n'osent pas demander des financements auxquels vous avez droit. Donc, regardez, consultez tous les sites de la BPI, en l'occurrence, des sites d'innovation France, etc. Il y a plein d'organismes, alors publics, privés en fonction, hein, qui vous donnent des aides pour votre entreprise, peu importe votre activité. Donc, renseignez-vous sur ces éléments-là parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir en bénéficier, hein. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller négocier avec la banque pour, côté financement, améliorer un peu, par exemple, si vous avez droit à un découvert, essayez un peu de le négocier par rapport au crédit de trésorerie ou alors au délai d'encaissement des chèques ou les délais d'encaissement du cash, etc. Ça, ce sont des éléments qu'on peut négocier avec sa banque pour que elle traite beaucoup plus vite et donc que ça apparaisse beaucoup plus vite sur votre trésorerie. Notamment, je sais que les chèques, en moyenne, ça met une banque, le temps que vous l'envoyez, qu'elle traite, qu'elle vérifie, tout ça, ça met 3-4 jours. On peut réduire ce délai. Donc, c'est quand même pas mal pour votre trésorerie. Et à l'inverse, vous pouvez également demander à décaler le décaissement de chèques à votre banque en disant, ou alors, si vous avez des décaissements de chèques, ne pas les faire, pareil, apparaître au bout de 3-4 jours. Vous les voulez de manière instantanée, à 1 ou 2 jours, pour voir réellement votre trésorerie actualisée en prenant en compte ces dépenses que vous avez payées par chèque. Donc voilà, c'est des éléments, c'est toujours intéressant d'aller faire un petit rendez-vous avec son conseiller bancaire sur le sujet. Parce qu'encore une fois, ça se compte en nombre de jours, mais ça fait toute la différence, en fait. Donc voilà. Et donc, en cas de tension, d'urgence, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose, mais c'est bon de faire un rappel à ce sujet, je trouve. Déjà, communiquer. Ne vous enfermez surtout pas. C'est la pire chose à faire. Communiquez avec votre banque pour obtenir, voilà, par exemple, si vous avez un emprunt, pour obtenir un décalage d'emprunt. Communiquer avec vos fournisseurs parce qu'ils sont tout simplement parfois dans la même situation que vous, donc ils vous comprennent. Donc on peut s'arranger chacun, voilà. Communiquer également avec vos clients sur l'importance de payer à temps. Et encore une fois, soyez extrêmement sévère sur vos conditions générales de vente et sur l'application de vos conditions générales de vente. Vraiment, la transparence est la clé. Donc, communiquez un maximum pour faire comprendre que vous avez besoin d'une trésor de manière assez urgente, qu'il y a un besoin temporaire de décaler un paiement, etc. Ensuite, forcément, prioriser les paiements, les salaires alors les salaires en premier, si vous avez des salariés, forcément, les impôts ensuite, sinon ils viendront vous se servir, et les fournisseurs stratégiques, si vous avez vraiment une relation à entretenir avec certains, communiquez avec eux, mais gardez en tête que ce sont les premiers forcément que vous devrez payer pour éviter de ternir votre relation. On coupe forcément tout ce qui est superflu dans les dépenses. On n'oublie pas de faire des relances de manière beaucoup plus intensive. Pour cela, quand on est au niveau d'urgence, on arrête. Et si vous avez déjà fait des relances écrites qui sont restées vraiment infructueuses, on passe au téléphone. D'ailleurs, dans la plupart des cas, le téléphone, c'est ce qui permet d'obtenir la majorité du recouvrement, hein, la relance téléphonique.
Donc, on passe au téléphone et si vous voyez que le client ne paye toujours pas, que vous avez envoyé une mise en demeure, vous avez tout fait correctement, on passe plus loin. On passe à l'injonction de payer, on passe aux prémices du recouvrement judiciaire. On fera, j'aborderai cela dans une autre formation. Je ferai vraiment un point spécifique sur comment faire les relances, à quel moment, etc. Mais là, c'est entre guillemets, votre survie qui est en jeu. Donc, vous faites de l'intensif, vous faites du direct. Et voilà, vous prenez votre téléphone. Si le mec il s'est engagé, il paye toujours pas, et vous passez à l'injonction de payer. Et voilà, on augmente jusqu'à ce qu'ils prennent la mesure surtout de l'urgence dans laquelle vous êtes. Et enfin, n'oubliez pas de demander des délais. Alors bon, comme je disais, comme les fournisseurs, mais également aux impôts. Parce qu'il vaut mieux les appeler pour leur dire écoutez, ça va être compliqué de payer, je sais pas moi, cette TVA, cet impôt, cette taxe. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un échelonnement de paiement, etc. Plutôt qu'ils viennent vous saisir, parce que sinon c'est simple. Les impôts, ils ne se compliquent pas la vie. Ils font des saisies sur votre compte. C'est ce qu'on appelle des saisies à tiers détendeurs. Et vous n'avez aucun droit d'opposition sur ça. Donc, si vous êtes déjà en difficulté et qu'en plus, le peu qui vous reste, ils viennent vous le saisir, c'est quand même dommage. Donc, pareil, communiquez avec eux, appelez-les, écrivez-leur un message via votre espace. Il y a toujours possibilité de s'arranger. Le tout, c'est de communiquer. Donc, voilà. Donc, pour conclure, alors on peut passer à après. Ah, j'avais oublié celle-là. Voilà. Mais on peut passer du coup encore à après. Ouais, nickel. Alors, pour conclure, plus que le chiffre d'affaires et le résultat, votre trésorerie est vitale. C'est l'oxygène de votre entreprise et c'est à partir d'elle que vous pourrez tout faire. Donc, c'est le point principal à suivre, notamment en micro-entreprise et en petite entreprise. Donc voilà, anticiper, c'est votre meilleur ami. Clairement, le prévisionnel, c'est le document à avoir, notamment quand on vient de se lancer ou quand, encore une fois, on est assez petit. Et enfin, vous avez le pouvoir d'influencer ces flux que l'on a vus. Typiquement, quand je vous ai parlé de la facturation, voilà, faut pas venir vous plaindre que vos clients payent en retard si vous facturez déjà avec 10-15 jours de retard. Donc, vous avez le pouvoir d'améliorer ces éléments-là, faites-le. Vous ne mettez pas en difficulté vous-même. Voilà, donc c'est vraiment les points les plus importants. J'espère que j'aurai été compréhensible. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Si vous voulez qu'on revienne sur un point, sur des indicateurs ou sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est Myriam qui lève la main ou non, c'est simplement l'écran. Non, c'était clair. J'aurais une question un peu plus personnelle. Est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Eh bien oui, avec plaisir. Je vais tout te donner. Alors, mon LinkedIn, c'est Laure AD. Non, j'ai changé, j'ai ajouté mon nom de jeune fille parce que maintenant je suis expert comptable, donc le nom de jeune fille. Donc c'est Laure Hubscher, HUBSCHER, AD, où tu tapes Laure AD, à mon avis, je dois apparaître. Et sinon, mon adresse mail, si tu as des questions ou quoi que ce soit, c'est l.ade, donc A comme Anna, D comme Daniel, E, @ afigec, AFIGEC.com. Ah, nickel, ça apparaît. Oui. Et ça, c'est et j'ai mon numéro. Alors, faut pas vous inquiéter, hein, c'est un 02, mais c'est relié à mon portable. Je n'ai plus de portable fixe, de téléphone fixe, je vous promets. mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Et
Et pour tout vous dire, moi, ça a été la gestion de trésor. Bon, déjà, c'est mon dada, mais parce que tout simplement, j'en ai fait mon sujet de thèse d'expert comptable. Et que dans notre crise actuelle, encore une fois, on voit les faillites d'entreprises s'enchaîner. C'est un point bête et méchant. C'est pas, la gestion de trésorerie, c'est pas très compliqué, vraiment. Mais si vous suivez pas, si vous faites pas un effort, ça peut vite partir en cacahuète. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, j'aurais peut-être une question pour les associations, sachant que nous, on a pris comme statut association loi 1901. Ouais. Du coup, en termes de financement, vous préconisez quoi? Toujours les emprunts ou les subventions Alors déjà, moi je dirais, avant la banque, ils sont sympas, mais faut pas oublier qu'ils ont des intérêts, c'est un acteur privé. Regarde tout ce qui est justement ce que je disais, les organismes type BPI, les subventions régionales, alors quand bien même l'Europe est un peu en train de réduire la voilure, c'est toujours intéressant de regarder ces éléments auxquels tu as droit de par ton activité, de par peut-être le nombre, je ne sais pas, de bénévoles ou ce que tu fais, etc. Regarde d'abord ce genre de choses. Ensuite seulement, tu iras t'embêter à voir un banquier pour lui demander un emprunt et lui payer des intérêts. Mais pour le coup, les subventions, moi, tout ce qui est aide publique, subventions, etc., je recommande. Quand bien même, parfois, le dossier est un peu lourd à faire, un peu complexe, ça vaut le coup. Honnêtement, l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas avoir à sortir du cash. Donc, c'est pas avoir à payer d'intérêt. C'est d'avoir de l'argent qui rentre facilement, mais qui ne sort pas facilement. Donc, vraiment, pour une association, il y a suffisamment d'aide maintenant pour pouvoir trouver une qui correspond à votre projet. D'accord, merci. Avec plaisir. Je crois qu'il y a eu un message d'Apolline aussi qui n'avait pas de son. Si jamais tu as des questions. Ouais. Elle te remercie pour le. Elle va quitter l'atelier, mais elle te remercie pour l'atelier hyper pro et dynamique, très chouette. Et elle s'est connectée à ton profil LinkedIn, donc elle reviendra vers toi, je pense. Eh ben, n'hésitez pas. Et j'en profite, en plus, je viens également de me créer un compte Instagram qui s'appelle Mind Your Cash, vraiment orienté sur la gestion de trésorerie et sur le recouvrement. Donc, je viens à peine de le lancer il y a une semaine. Donc, n'hésitez pas également à me suivre là-dessus. Je mettrai de toute manière, là, je vais l'ajouter sur mon profil LinkedIn également. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des conseils de manière assez régulière sur le sujet. C'est toujours